Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la fameuse œuvre de Jean-François Millet, l'Angélus. On va tout de suite commencer par le réalisme, c'est-à-dire le courant littéraire de l'œuvre, alors c'est parti. Bienvenue dans le monde du réalisme. Ce mouvement artistique a vu le jour au milieu du 19e siècle en réaction aux idéaux romantiques. Il avait pour but de représenter la réalité de manière aussi objective et fidèle que possible, sans embellissement, sans exagération. Le réalisme a principalement fleuri en France, mais son influence s'est rapidement étendue à de nombreux autres pays et formes d'art. Il est né au milieu de bouleversements sociaux, politiques et économiques, marqués par des événements significatifs comme la Révolution de 1848 en France et la montée de la classe ouvrière. La révolution industrielle et la société en rapide évolution ont poussé les artistes à dépeindre la vie quotidienne et les conditions sociales des gens ordinaires, en contraste avec les sujets héroïques ou mythologiques du romantisme. Nos artistes réalistes cherchaient à dépeindre le monde de manière précise et détaillée, en dépeignant des scènes de la vie quotidienne et des personnes ordinaires. Leurs œuvres sont souvent le fruit d'observations directes et d'études approfondies de la nature du comportement humain. Contrairement aux sujets historiques ou mythologiques, les réalistes choisissaient souvent des thèmes contemporains, notamment les classes ouvrières et paysannes. Ils utilisaient leurs arts comme outils pour critiquer les injustices sociales et les inégalités, mettant en lumière les conditions de vie difficiles des classes inférieures. Parmi les artistes importants, Gustave Courbet a été le chef de file du réalisme, connu pour des œuvres telles que L'enterrement à Ornans et Les chasseurs de pierres. Ces tableaux sont souvent des représentations crues et honnêtes de la vie quotidienne. Jean-François Millet, célèbre pour ses représentations de la vie paysanne dans des œuvres comme L'Angélus et Les Glaneuses, a mis en avant la dignité et la dureté du travail manuel. Honoré Daumier, artiste et caricaturiste, a été un commentateur réaliste social et politique, critiquant souvent la bourgeoisie et les politiciens de son époque à travers les œuvres comme Les Poires. En ce qui concerne le développement international du réalisme, aux États-Unis, des réalistes comme Wilson Homer et Thomas Eakins ont adopté des techniques réalistes pour dépeindre la vie américaine. Leurs œuvres couvrent divers thèmes, la guerre civile aux activités quotidiennes. En Espagne, Joaquim Sorolla est connu pour ses représentations lumineuses de la vie côtière et du travail agricole. Ses œuvres capturent la lumière naturelle avec une grande précision. Le réalisme a également trouvé sa place dans la littérature. Dans sa série de romans La Comédie humaine, Honoré de Balzac propose une description détaillée de la société française. Ses œuvres sont des études méticuleuses du comportement humain et des dynamiques sociales. Gustave Flaubert, avec Madame Bovary, explore les aspirations et les déceptions de son héroïne dans un cadre provincial. Son style précis et objectif fait de lui un pilier du réalisme littéraire. Émile Zola, le leader du naturalisme, décrit les conditions de vie des classes laborieuses. Dans Germinal, il traite des luttes des mineurs de charbon avec une grande précision et une forte dimension sociale. Les techniques et les styles du réalisme se caractérisent par une attention méticuleuse aux détails, que ce soit dans la texture des vêtements, la topographie des paysages ou les expressions faciales des personnages. L'utilisation de la lumière naturelle est courante pour créer des effets d'ombre et de luminosité qui renforcent le réalisme de la scène. Les compositions sont souvent directes et non idéalisées, mettant en avant l'authenticité du sujet plutôt que les arrangements esthétiques complexes. Le réalisme a suscité des critiques et des controverses, comme les accusations d'obscénité pour certaines œuvres en raison de leur représentation crue et non embellie de la vie quotidienne, parfois jugée choquante ou obscène. Il a également provoqué un débat sur la nature même de l'art. Doit-il imiter la réalité ou la transcender? Ce débat a conduit à la diversité des mouvements artistiques qui ont suivi. En termes d'influence et d'héritage, le réalisme a préparé le terrain pour l'impressionnisme, dont les artistes ont également cherché à capter la réalité, mais avec un intérêt pour les effets de lumière et de couleur. De nombreux artistes contemporains continuent d'explorer et de réinterpréter les principes du réalisme, que ce soit dans la peinture, la sculpture ou les arts numériques comme les jeux vidéo. Maintenant, parlons de l'apparition de l'Angélus. Cette œuvre est l'une des plus emblématiques de Millet, une vraie perle. C'est une commande spéciale pour Thomas Gold Appleton, un riche commerçant américain qui était aussi écrivain et un grand amateur d'art. Imaginez un peu, c'est le tableau qui a été vendu le plus cher du monde en 1880. Son actuel propriétaire, dès le début du XXe siècle, a généreusement confié cette merveilleuse œuvre à l'État. Dès son apparition, cette toile a procuré une immense satisfaction et même une certaine sacralisation auprès du peuple. Saviez-vous que des photographies de l'œuvre étaient déjà affichées dans les églises alors que Millet était encore en vie? C'est assez rare pour une peinture d'être autant aimée par un aussi grand nombre de personnes dès sa création. Mais déjà, c'est qui Millet exactement? Jean-François Millet, né le 4 octobre 1814 et décédé à Barbizon en janvier 1875,
était un artiste passionnément dévoué à son art. Malgré les critiques qu'il a souvent reçues, son amour pour la représentation des milieux défavorisés n'était pas toujours compris. Mais cela ne l'a jamais empêché de peindre ce qu'il aimait. Dans une France en pleine agitation, Millet préférait la tranquillité des campagnes profondes aux grandes villes. Il était devenu le porte-parole d'un monde menacé par la révolution industrielle, peignant avec une technique incomparable et des gestes minutieux. Amoureux de la nature, il cherchait toujours à être le plus proche possible de celle-ci, préférant peindre en plein air. Son courant artistique était novateur pour son époque. Il a créé l'école de Barbizon, un havre de paix en pleine nature, pour offrir aux peintres paysagistes les meilleures conditions possibles pour leurs arts. Millet a été une grande source d'inspiration pour la peinture moderne. Par exemple, Vincent van Gogh s'est beaucoup inspiré de Millet, admirant son humilité envers le monde rural, ses thématiques et la façon dont il représentait la paysannerie. Van Gogh a souvent représenté des semeurs, tout comme Millet. Ils partageaient tous les deux un amour profond pour la campagne et s'inspiraient mutuellement dans leurs techniques, couleurs et sujets de leurs œuvres. Vous vous demandez peut-être ou pas pourquoi Millet a peint cette œuvre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. L'Angélus est une scène que Millet a vécue. En fait, il s'agit d'un souvenir d'enfance. Quand il était petit, sa grand-mère bien-aimée lui demandait de faire une pause quand sonnait l'Angélus, une tradition qu'il suivait et respectait. L'Angélus, ou prière de l'ange, sonne 3 fois par jour, à 7h05, à 12h05 et à 19h05. C'est un rappel pour réciter cette prière chaque jour. C'est une tradition paysanne qui était très importante pour le peuple, car ils sont profondément croyants. Le moment solennel tel que représenté dans cette toile était assez commun à cette époque. C'est pourquoi les peintres réalistes comme Millet ont souvent choisi de représenter ce genre de moment. En fait, le fait que le peintre évoque cette scène comme un souvenir d'enfance la rend encore plus réelle. Et enfin, le moment qu'on attend tous est... l'analyse de l'œuvre. Ouais. Dans le tableau, l'omniprésence d'un orange crépusculaire nous signale que c'est l'heure du 3e Angélus. Au centre de la toile, nous avons probablement un couple. Le tableau est divisé en 3. Le premier tiers est dédié au ciel, tandis que les 2 autres tiers mettent en vedette la terre arable. Cette proportion parfaite inspire une sensation de calme. Au loin, un clocher attire notre regard, et les 2 personnages sont également disposés en verticale. L'artiste nous invite ainsi à partager un moment de recueillement religieux. Juste à leurs pieds, un panier regorge de pommes de terre. De là, on peut en déduire que la scène est peinte au moment de la récolte des pommes de terre, soit en automne. Ce tableau est marqué par une dichotomie temporelle. D'un côté, nous avons les différentes saisons, où la nature est ancrée dans le temps qui passe, et de l'autre, l'Angélus religieux. Millet s'assume à jouer avec ces 2 aspects, oscillant entre la temporalité, rythmée par le cycle de la nature, et l'universalité, qui place ces scènes au-delà du temps. Et c'est l'heure de la fun fact. C'est l'heure de la fun fact. Dali a rédigé un essai passionnant intitulé « Le mythe tragique de l'Angélus de Millet », dans lequel il partage ses réflexions sur cette peinture. Il interprétait la posture des 2 personnages comme exprimant une profonde mélancolie et une sensualité intense. Dali était persuadé que l'œuvre cachait un sens funèbre. Une idée renforcée par une radiographie du tableau qui a fait apparaître un rectangle sombre entre les 2 personnages. Dali a interprété cela comme une boîte ou un cercueil, bien qu'il s'agisse en réalité d'une altération de la peinture. Passionnant, n'est-ce pas? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, même si son but était principalement informatif. Grosse dédicace à G Bacon, alias Gabriel, mais aussi à Monsieur Theodoro qui, je l'espère, va laisser la vidéo jusqu'ici, même si ce n'est pas gagné.